Alors, dans cette dernière partie, nous allons discuter d'autres non-idéalités et limitations des amplis Hub réels, autres que le fait qu'ils ont un gain et une bande passante finie. Alors, voici ici quelques caractéristiques que vous pouvez trouver sur la spécification d'un ampli Hub 741. Alors, on va en étudier un certain nombre ici. Et pour ne pas compliquer trop l'analyse, en fait, on va étudier l'impact de ces caractéristiques une à la fois. En particulier, on va discuter la tension d'offset, les courants de polarisation qui sont marqués ici input offset et input bias current, la résistance d'entrée ici. Les limites sur la tension de sortie ont déjà été évoquées au premier cours. Et il faut savoir aussi qu'il y a une limite sur le courant au terminal de sortie. On a le taux de rejection de mode commun ici, qui a aussi été discuté dans la première étude de cas du cours. On va discuter le temps de montée, qui est une caractéristique de vitesse pour les petits signaux. Et puis la vitesse de balayage, ou slew rate, qui est une caractéristique similaire, mais pour les grands signaux. Alors tout d'abord, parlons donc des impédances d'entrée et de sortie d'un ampli Hub. Pour le modèle idéal qu'on avait considéré jusqu'ici, entre les terminaux d'entrée VP et VN, on a essentiellement un circuit ouvert. Puis à la sortie, on avait simplement une source de tension contrôlée en tension, ici, proportionnelle à VD qui est VP moins VN. En fait, pour le premier modèle idéal, on avait le gain ici qui était infini. Et l'impédance de sortie, que j'ai dénoté ZO ici, était nulle. Alors le premier graphe ici vous montre la spécification d'une impédance de sortie pour un amplificateur opérationnel réel. On voit donc qu'on a une résistance de l'ordre de 75 ohms ici, en tout cas jusqu'aux fréquences, disons, de 100 kHz. Et que cette impédance ZO ici augmente en fait avec la fréquence quand on dépasse, disons, les 100 kHz. Donc à la sortie, il y a un effet inductif qui fait augmenter l'impédance avec la fréquence. Côté pour le 741, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est la région où on a une résistance pure ici, sous les 100 kHz, car la plupart des circuits qui utilisent un 741 vont se restreindre à cette plage de fréquence comme on a discuté à la section précédente. À l'entrée, on a en fait une impédance finie entre les terminaux que j'ai dénoté ZD ici. La spécification ici nous dit que cette impédance d'entrée est composée d'une résistance de l'ordre de, disons, 5 mégaohms ici. Qu'il y a aussi en fait une petite capacité de l'ordre de 1 picofarad entre les terminaux d'entrée. Notez aussi que la résistance d'entrée, RD ici, diminue encore une fois avec la fréquence à partir, disons encore une fois, de ce seuil de 100 kHz. Alors si maintenant j'attachais les deux entrées VP et VN ensemble, je pourrais mesurer une impédance entre le point commun ici et puis la masse. Alors si j'appelle ZC cette impédance d'entrée en mode commun, elle peut être représentée sur mon schéma par deux impédances ici de valeur 2ZC en parallèle, puisque quand je prends l'impédance entre ce point commun et la masse, je vois celle-ci en parallèle avec celle-ci qui me donne bien ZC. Alors en général, cette impédance d'entrée en mode commun est très supérieure à l'impédance d'entrée différentielle ZD et sera souvent négligée dans les analyses. La prochaine caractéristique que nous allons discuter, ce sont les courants de polarisation qui ne sont pas exactement zéro pour les amplis Hub réels. Notez que ce phénomène se modélise indépendamment de l'impédance d'entrée que je discutais à la diapositive précédente. Même si je branchais les terminaux d'entrée à la masse ici, je pourrais constater un petit courant qui passe dans ces terminaux. Donc ces courants sont modélisés ici par des sources de courant que j'ai dénotées IN et IP, qui sont les valeurs donc, des courants qui passent par les terminaux d'entrée.
Et notez que IN et IP peuvent être soit positifs, soit négatifs. Ça dépendra essentiellement du design de votre ampli op. C'est-à-dire que vous pourriez constater un courant physique qui sort des terminaux d'entrée. Alors, les spécifications ne donnent pas IP et IN, mais au lieu de ça, donnent tout d'abord le courant de polarisation moyen, qui est la moyenne des deux, IP plus IN sur 2. Et puis la différence entre les deux, qui est appelée courant d'offset, et qui est IP moins IN. Donc clairement, donner IB et IOS est équivalent à donner IP et IN. On peut passer de l'un à l'autre sans problème. Typiquement, le courant de polarisation moyen IB est à peu près un ordre de magnitude plus élevé que la différence entre les deux. Donc j'ai noté ici IB est très supérieur à IOS. Et les ordres de grandeur, c'est que si vous avez un ampli op fabriqué en technologie bipolaire, le courant de polarisation moyen va être par exemple à peu près dans les 100 nanoampères, la différence entre les deux, IOS dans les 10 nanoampères. Par contre, si vous utilisez, disons, une technologie MOSFET, ces courants de polarisation vont être encore beaucoup plus faibles et typiquement négligés. Alors, dans cette diapositive, on va voir quel est l'effet typique des courants de polarisation sur la performance d'un circuit et comment on peut compenser en partie cet effet. Alors, si je pars d'un montage amplificateur, inverseur ou non inverseur et que j'éteins la source, je me retrouve avec le circuit suivant ici, où la résistance RP est 0. Alors notez ici les courants de polarisation qui impliquent, on va le voir, qu'il y a une tension non nulle à la sortie. Alors par le principe de superposition, la tension que je vais obtenir pour mon circuit une fois alimenté est la tension idéale que j'avais calculée en négligeant les courants de polarisation, plus la tension de perturbation ici due à ces courants de polarisation. Donc ce qu'on veut comprendre ici, c'est l'impact de cette tension de perturbation qui est due au courant de polarisation seul. Et on va voir aussi qu'en rajoutant cette résistance RP ici, on peut réduire en fait la taille de cette tension de perturbation VO. Alors écrivons LKC, où je dénote ici Vn, la tension au point ici à l'entrée inverseuse, et puis Vp, la tension à l'entrée non inverseuse. Donc j'obtiens pour le premier point ici IN plus Vn sur R1 plus Vn moins V0 sur R2, que je dénoté ici, est égal à 0. Alors l'ampli op fonctionne en régime linéaire et est considéré comme idéal sauf pour ses courants de polarisation. Donc j'ai Vn est égal à Vp et Vp est égal à moins Rp fois Ip. Avec ces deux équations, je peux maintenant éliminer Vn et Vp ici et obtenir une relation entre Vo et puis les courants de polarisation Ip et In. Je peux ensuite transformer IP et IN pour les exprimer en fonction de IB et IOS par une simple manipulation algébrique et j'obtiens donc au final l'expression suivante qui relie VO à mes spécifications en termes de IB et IOS. Donc on voit dans cette expression que la tension de perturbation VO ici est due à deux contributions, une du courant moyen IB et puis une du courant d'offset IOS, et que de plus je peux annuler la contribution du courant moyen ici en prenant RP est égal à R1 parallèle R2. Alors ça c'est intéressant parce que en pratique on a dit que IB est très supérieur à IOS, donc si j'annule la première contribution, je me retrouve avec une tension VO ici de perturbation qui est un ordre de magnitude inférieur à celle que j'aurais en l'absence d'une compensation RP. Je prends RP est égal à R1 parallèle à R2 et que je simplifie cette expression avec le facteur multiplicatif ici, j'obtiens au final VO est égal à moins R2 fois IOS. Donc maintenant, suivant la valeur de IOS ici, qui est donnée dans la spécification, ça va impliquer une valeur maximale tolérée pour R2, afin de ne pas avoir une tension de sortie VO trop importante.
Ensuite, nous allons maintenant parler de la tension d'offset ou tension de décalage. Alors si vous reliez les terminaux d'entrée d'un ampli-op et que vous mesurez la tension de sortie, pour un ampli-op idéal, vous devriez avoir une tension de sortie proportionnelle à la différence entre les tensions d'entrée, et dans ce cas-là, puisqu'elles sont reliées, vous devriez obtenir 0. En pratique, en fait, vous ne mesurerez pas 0, et donc on va changer un peu notre relation entre les signaux d'entrée et de sortie, et écrire maintenant à la place que VO est égal au gain A multiplié par la différence VP moins VN, plus cette tension VOS ici, qu'on appelle tension d'offset ou de décalage. Alors VOS peut être de l'ordre du microvolt, voire même du millivolt, et notez qu'une fois multiplié par le gain A, suivant les conditions d'utilisation, son effet peut être non négligeable sur la tension de sortie. Alors, cette relation ici, VO est égal à A fois VP moins VN plus VOS, peut être modélisée en rajoutant à nos schémas une source continue ici de valeur VOS à l'entrée non inverseuse de nos ampli-op. Alors, pour comprendre un peu mieux quel peut être l'impact de cette tension de décalage, regardons le schéma ici, qui est celui d'un amplificateur soit inverseur, soit non inverseur, avec sa source de tension éteinte. Alors encore une fois, par le principe de superposition, l'étude de ce circuit va nous permettre de voir la contribution à la tension de sortie due à la tension d'offset seule. Alors pour ce schéma, on voit ici en reconnaissant un amplificateur non inverseur que la tension de sortie VO est simplement égale à 1 plus R2 sur R1 fois VOS. Alors on voit que si VOS est de l'ordre de, disons, 1 mV et que j'essaye de réaliser ici un gain de 1000, je vais me retrouver avec une erreur de tension à la sortie de 1 volt, ce qui n'est pas typiquement tolérable. À titre d'exercice, je vous demande aussi d'étudier l'impact de VOS sur un montage intégrateur, donc pour un circuit dynamique. Donc ça demande de changer R2 ici par un condensateur. On garde bien sûr la source continue VOS, et vous allez alors montrer que VO se met à augmenter ou diminuer jusqu'à saturation. Dans la spécification suivante des ampli-op que je voudrais discuter est le taux de rejection de mode commun, que vous trouverez dénoté par CMRR dans les spécifications. Alors on sait qu'idéalement, un amplificateur opérationnel a sa tension de sortie proportionnelle à la différence entre les tensions d'entrée. Mais en pratique, on trouve que les ampli-op sont aussi sensibles à la taille moyenne des signaux. Donc si je dénote ici VCM, la moyenne des tensions aux entrées de l'ampli-op, alors un modèle plus réaliste du comportement de l'ampli-op est que la tension de sortie VO ici est égale tout d'abord au gain multiplié par VP moins VN, mais aussi il faudrait additionner un deuxième terme ici proportionnel à VCM. Alors si je mets le gain différentiel A en facteur, ici j'obtiens A facteur de VP moins VN plus VCM divisé par un nombre que on définit comme étant le taux de rejection de mode commun. Donc on veut ce taux de rejection de mode commun ici grand et idéalement infini pour retrouver le modèle idéal de l'ampli-op. Donc on voit que par définition, le taux de rejection de mode commun est égal au gain différentiel divisé par le gain de mode commun. Et encore une fois, idéalement, on veut ACM qui tend vers 0 et donc le taux de rejection de mode commun qui tend vers l'infini. Alors en termes d'analyse, maintenant, si on regarde cette expression ici, on voit que l'effet du mode commun peut être vu comme une tension d'offset qu'on a discuté à la diapositive précédente. La tension d'offset ici serait VCM divisé par le CMRR. Alors parfois on a plusieurs montages qui permettent de réaliser une certaine fonction, et certains montages peuvent être préférables en termes de sensibilité au mode commun.
Donc en particulier, en général, on a Vp à peu près égal à Vn quand l'ampli-op fonctionne en régime linéaire. Idéalement, Vp égale Vn. Et donc, la tension de mode commun est à peu près égale à Vp. Donc si je regarde par exemple un montage amplificateur-inverseur, on a que la borne positive est mise à la terre et donc le mode commun n'a pas d'effet sur la sortie. Dans cette diapositive et la suivante, je voudrais maintenant parler de la vitesse de réponse des ampli-op. Alors au début de ce cours, on a expliqué que le gain d'un ampli-op a un comportement fréquentiel qui est décrit par la fonction de transfert du premier ordre. A de S est égal à A0 divisé par 1 plus S sur oméga B, avec oméga B la fréquence de coupure. On a aussi expliqué comment un tel ampli-op, mis dans un montage amplificateur non inverseur, produit une fonction de transfert toujours d'ordre 1, avec un gain maintenant moins élevé, mais une bande passante plus grande. Et en particulier, pour le montage suiveur, on obtient le gain le plus faible de 1 et la bande passante la plus grande, qui est égale à oméga t, la pulsation de transition. Donc on va s'intéresser ici au montage suiveur, mais on pourrait s'intéresser à d'autres montages amplificateurs. Et donc la fonction de transfert qui nous intéresse ici est 1 divisé par 1 plus S sur oméga t, qui est la fonction de transfert d'un montage suiveur, une fois qu'on a pris en compte le comportement fréquentiel du gain de l'ampli-op. Alors cette fonction de transfert ici a un pôle à moins oméga t. Oméga étant en radians par seconde, on peut définir une constante de temps tau qui est égale à l'inverse de oméga t. Alors considérons maintenant ce circuit suiveur et voyons ce qui se passe si on lui applique à l'entrée un échelon. Eh bien, on connaît la fonction de transfert de notre système. Ici, c'est 1 divisé par 1 plus S sur oméga t. Et on connaît bien la réponse temporelle de cette fonction de transfert. La réponse à un échelon va être exponentielle et de la forme Vm multiplié par 1 moins exponentielle moins t sur tau, où Vm ici est l'amplitude de notre échelon. Donc on voit en conclusion que le fait que l'ampli-op est une bande passante finie fait que le montage suiveur va lui aussi avoir une bande passante finie à oméga t. Et en conséquence, notre suiveur ne va pas en fait pouvoir suivre les signaux d'entrée instantanément. Donc par exemple, comme tout système d'ordre 1, si on a un échelon qui change instantanément à l'entrée, à la sortie, notre signal va mettre environ 4 taux secondes pour atteindre 98% de l'amplitude de l'échelon. Et on définit aussi le temps de montée, qui est le temps pour la sortie de passer à 10% de VM jusqu'à 90% de VM, et qui est approximativement de 2,2 taux. Alors pour un ampli-op 741, on peut calculer taux facilement, puisqu'on connaît oméga t qui est de l'ordre de 1 MHz, et on trouve une constante de temps de 150 nanosecondes ici. Alors à titre d'exercice, je vous demande ici de trouver le temps de montée, non plus pour un suiveur, mais pour un amplificateur non inverseur de gain 100 maintenant. Alors maintenant, si vous essayez de faire cette expérience au laboratoire, vous allez voir que si vous mettez à l'entrée ici un petit échelon, pour un 741, disons, de l'ordre de quelques dizaines de millivolts, vous allez bien obtenir en sortie une sortie exponentielle. Par contre, si vous augmentez la taille de l'échelon au-dessus d'un certain seuil, en sortie, vous n'allez plus observer une telle forme exponentielle. À la place, vous allez voir que la sortie va se mettre à augmenter linéairement vers Vm. Alors on n'expliquera pas dans ce cours l'origine de ce phénomène, mais ça vous dit que pour des signaux suffisamment grands, votre ampli-op en fait ne se comporte pas comme un système linéaire d'ordre 1. Alors par contre, il faut quand même savoir que ce phénomène existe pour tous les ampli-op, et il est caractérisé dans les spécifications par ce qu'on appelle la vitesse de balayage. Donc dans les spécifications, vous trouverez SR ou slew rate. Alors cette vitesse de balayage est la pente de la sortie pour un échelon suffisamment grand et s'exprime typiquement en volts par microseconde.
Alors en fait, la définition même de vitesse de balayage est une borne supérieure ici sur la dérivée de la tension de sortie. C'est-à-dire que le taux de variation en valeur absolue de la sortie ne peut pas être supérieur à cette valeur SR. Si je reprends l'exemple de la réponse à un échelon pour un suiveur, la pente de notre exponentielle en sortie est la plus forte à l'instant t égale 0. Et à t égale 0, la dérivée de notre sortie exponentielle est Vm sur taux. Donc pour bien obtenir une réponse exponentielle et ne pas être limité par la vitesse de balayage, il faudra respecter la contrainte Vm sur taux est inférieur à SR. Alors pour le 741, on avait déjà calculé taux qui valait 150 nanosecondes, et donc ça nous donne une borne supérieure sur Vm de 79,5 mV, qui correspond encore une fois à une valeur maximale à respecter pour la taille de l'échelon afin d'observer une réponse exponentielle en sortie. Au-delà de cette taille, on va en fait observer une réponse sous forme de rampe. Alors pour un deuxième exemple, voyons ce qui se passe si on met un signal sinusoïdal à l'entrée de notre circuit suiveur. Alors idéalement, puisqu'on a un circuit suiveur, on devrait simplement obtenir une copie du signal d'entrée à la sortie. Mais en fait, si vous augmentez trop la fréquence du signal d'entrée, vous allez obtenir de la distorsion et un signal de sortie qui n'est plus sinusoïdal. Alors ça se comprend à partir de cette notion de vitesse de balayage. Donc je vous invite à titre d'exercice à prendre la dérivée du signal de sortie, qui est simplement VI ici, et à voir la fréquence maximale imposée par la vitesse de balayage avant que de la distorsion commence à apparaître. Donc en fait, pour des fréquences suffisamment élevées, la sortie tend à devenir triangulaire. Alors pour finir, je voudrais mentionner les limites d'amplitude sur les signaux de sortie. Alors vous êtes déjà familier avec le fait que la tension de sortie est contrainte par les tensions plus Vsat et moins Vsat. Mais il faut aussi savoir que le courant qui passe dans le terminal de sortie est lui aussi limité. Donc pour vérifier qu'on ne dépasse pas ce courant maximal autorisé, il faudra faire un calcul de ce courant de sortie. Parce que s'il se met à saturer, votre circuit pourrait ne pas avoir le comportement désiré. Donc en conclusion, nous avons discuté dans ce cours quelques caractéristiques des ampli-op réels qui peuvent avoir un impact sur le comportement ou la performance de vos circuits. Alors comme d'habitude, dans le choix d'un modèle d'ampli-op, il y a un compromis à faire entre la précision du modèle et l'intuition qu'il fournit pour les problèmes de conception. Alors ce cours n'est pas une revue complète de toutes les caractéristiques des ampli-op. En particulier, on n'a pas parlé par exemple des spécifications de marge de gain et de marge de phase. Alors ces spécifications sont liées aux problèmes de stabilité des circuits ou des systèmes qui utilisent la rétroaction négative, et ce sujet sera abordé en particulier dans les cours d'automatique. Un autre aspect très important qu'on n'a pas vraiment discuté, c'est le problème du bruit. Alors il y a des sources très diverses de bruit en électronique et c'est un sujet qu'il vous faudra aborder si vous devez concevoir des circuits performants, par exemple pour des systèmes audio ou de communication.